Merci d'être présent. Donc effectivement, j'ai plusieurs casquettes, si on peut dire. Je suis à la fois ce que je me définis comme passeur de mémoire. L'idée, c'est d'aider les gens à mettre en valeur leurs récits, enfin, les aider à transmettre, à confier leurs souvenirs. Alors, soit à leurs proches, donc ça devient, c'est des gens à écrire leur mémoire en quelque sorte, qui sont diffusés auprès de la famille, voire des amis, ou selon le sujet, selon la personnalité, ça peut aller vers l'édition. Hein, voilà. Et donc, oui, par exemple, il y a plusieurs. Des livres qui sont présentés ici, il y a à la fois des ouvrages qui sont diffusés dans les familles, parce que voilà, c'est le projet, on veut transmettre son récit de vie à ses proches, et puis d'autres qui sont édités, comme Lucien Roux, que certains ont peut-être dû connaître ou entendre parler de ce champion de cross-country. J'ai sorti aussi dernièrement l'Odyssée d'un marin de la France libre, un monsieur qui est parti de Paimpol en 1940, rejoindre les forces françaises libres. Enfin, donc c'est des récits différents sur différents thèmes. Et parfois aussi, je choisis moi mon thème, enfin un thème qui m'intéresse, et je vais collecter des témoignages ici et là pour essayer, l'idée étant de comprendre comment les gens ont vécu une époque, une évolution, une transformation, et là en l'occurrence on est vraiment dans la série dans la thématique des transformations et de l'évolution. Alors pourquoi avoir choisi ce thème de l'électrification ? Justement, à travers les rencontres que je fais régulièrement avec des gens qui me racontent leur vie, quand les gens me racontent l'arrivée de l'électricité, je le remarque, c'est toujours important, c'est toujours un moment clé de leur vie. Et donc je me suis dit, vu comment ils m'en parlent, vu ce que ça a pu générer en transformation dans leur quotidien, je me dis, il y a un sujet intéressant. Il faut savoir que l'électrification des campagnes en Bretagne s'est achevée au début des années 60. On aura même un témoin à l'issue de la conférence qui pourra nous en parler. On m'entend bien ? Ouais. C'est trop fort ? Il y a un peu d'écho, alors je ne sais pas si ça peut se régler. Un jour, une personne m'a dit, pour moi, l'arrivée du courant a été ce qu'il y a de mieux dans l'amélioration du confort de la maison. Ça fait partie des choses qui changent la vie d'un coup. C'est dire, effectivement, si l'électricité a apporté un changement radical dans le quotidien des habitants. Mais l'électrification des campagnes fut un véritable défi à relever. En effet, comme vous le savez, l'habitat rural en Bretagne est très dispersé. Les unités de production d'énergie ne sont pas nombreuses, contrairement à d'autres régions, car nous sommes en Bretagne dans une région peu industrialisée. C'était le cas au 19e, au 20e et encore aujourd'hui, par rapport à d'autres régions en tout cas. Hein. Et puis, on a des campagnes où le bocage était important plus qu'aujourd'hui, mais donc ça ne simplifie pas non plus. Donc, je me suis posé la question, comment a-t-on relevé ce défi ? Comment la population locale a accueilli cette nouvelle source d'énergie ? Et puis, voilà, quelles transformations sont apparues dans leur quotidien, mais aussi dans la vie sociale, dans le monde du travail. Voilà. Et donc, pendant 3 mois, j'ai recueilli des souvenirs des personnes qui ont vécu l'électrification. Alors je me suis cantonné, si on peut dire, au centre-Bretagne, côté morbihanais, côté costarmoricain, du Fawet à Concoret, de Rostronin à Merdrignac, pour situer un petit peu. Et puis j'ai été dans les archives départementales pour élargir mon regard. Du coup, on dépasse un peu le centre-Bretagne. Et pourquoi ce territoire ? Parce que dans les années 20, les 2 départements du Morbihan et des Côtes-d'Armor ont uni leurs moyens, leurs forces, leur énergie pour cofinancer avec l'État et des financeurs privés la construction du barrage et de l'usine de Guerlédan, qui à l'époque était un élément structurant dans le plan d'électrification d'entre les 2 guerres. Et donc, ça me paraissait pertinent du coup de concentrer sur ce territoire. Et donc je vous propose de picorer des bribes de ce que j'ai pu recueillir, et puis bien sûr des éléments des archives qui complètent et qui éclairent, on va dire, ces témoignages. Alors les prémices de l'électrification en Bretagne.
Au 19e, la société Lebon, une société internationale hein, qui produit du gaz, éclaire peu à peu les villes bretonnes. Alors même qu'on commence à émerger la nouvelle énergie, on en entend parler, encore mal maîtrisée, dont la force est comparable à celle de la foudre, disait-on à l'époque. Et d'ailleurs, cette électricité mettra au moins 40 ans pour détrôner le gaz hein, et s'imposer définitivement. Hein. À la fin du 19e, des usines hydroélectriques voient le jour. Les premières productions d'électricité en Bretagne, ce sont par des unités hydroélectriques comme celle-ci. Donc dans les Côtes d'Armor, la première usine hydroélectrique, c'est au Pont-Neuf, à Morieux, en 1890, pour l'alimentation de Saint-Brieuc, enfin, d'une partie de Saint-Brieuc, et principalement l'éclairage public, hein, parce que l'éclairage, quand je parlais de la production de gaz, c'était essentiellement pour l'éclairage public, les rues, hein, et quelques bâtiments publics aussi. En 1892, le marquis de la Boissière construit une petite usine hydroélectrique aussi à l'étang du Duc, à Ploërmel. Et à Lannion, c'est en 1899 que Fage de la Tour, je ne sais pas si certains dans l'ARSAT vous pourrez peut-être, si vous avez des éléments, en parler à l'issue de la conférence. Donc il crée une usine aussi en 1899. Je ne sais plus si elle est hydroélectrique ou thermique. Dans les documents qu'on trouve dans les archives, ce n'est pas toujours défini. Il y a des questions aussi d'un monsieur Lenormand à Lannion qui aurait précédé Fage de la Tour, ou était-il collaborateur, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé énormément d'éléments, mais en tout cas 1899 quand même. Et apparaissent, donc là on est plutôt sur des usines hydroélectriques, apparaissent aussi des premières usines thermiques destinées à produire de l'électricité. L'une des premières, c'est celle de Lorient, en 1894. Mais il y en a d'autres hein, qui voient le jour en Ille-et-Vilaine, à Fougères, Vitré, puis dans l'ensemble des villes bretonnes. Au Légué, en 1913, donc quand même là, un peu plus tard, la compagnie Lebon, qui s'est rendu compte finalement que l'éclairage électrique était aussi performant que celui au gaz, a construit donc, cette usine, cette belle usine, pour alimenter Saint-Brieuc. Donc là, 1913, juste avant la guerre. Des villes secondaires s'équipent aussi. Donc là, c'est un moteur à gaz pauvre, par exemple. On va en parler, hein, qui produit ce gaz-là. Hein. À Loudéac, une usine aussi, mais peut-être avant de parler de Loudéac, le moteur à gaz pauvre. Il a été inventé à la fin du 19e et fonctionne à partir de la combustion de charbon, qui produit un gaz, donc appelé le gaz pauvre. Le moteur est muni d'un seul piston, comme celui des gazogènes, finalement. Les gazogènes qu'on verra pendant la guerre, c'est le même principe. Alors, l'usine de Loudéac, qu'on voit ici, a été mise en service le 22 mars 1908. On va s'attarder un peu sur cette usine parce qu'on a trouvé, j'ai trouvé des documents d'archives, et un des ouvriers de cette usine, dans les années 20, 25, a été interviewé il y a plus de 20 ans, donc j'ai retrouvé les bandes enregistrées, donc ça permet de rentrer dans cette usine. Donc, elle a été mise à l'initiative d'Édouard Bienvenu, ça vous dit peut-être quelque chose, un uselais, un gars d'Uzel. C'est le frère de Fulgence Bienvenu, hein, à qui l'on doit la réalisation du métro parisien. C'est une famille apparemment d'ingénieurs. Donc l'usine de la Chenée, c'est son nom, possédait 2 moteurs de 30 chevaux. Un puits situé dans la cour arrière fournissait de l'eau au circuit de refroidissement du moteur. Et sous l'appentis, au bout, les batteries d'accumulateurs de 118 éléments étaient alimentées par une dynamo et une survoltrice. Une usine à gaz, donc. Alors, à la fin des années 90, comme je vous disais, on a pu enregistrer un témoin, un ancien ouvrier qui s'appelle Jean Valli. Il a 15 ans quand il est embauché comme apprenti. Ah, il raconte « Oh, je travaillais 10 heures par jour à la centrale de Loudéac. Des fois, je finissais à 11 heures le soir. Je préparais le feu pour le lendemain matin. Bastard, mon collègue, et lui commençait à 5 heures. On travaillait tous les jours, même le dimanche. Madame, mais il fallait du courant, toujours.
On faisait la veille des machines le soir. Quand il y avait de la charge, de la demande, les deux moteurs tournaient pour entraîner les deux dynamos. Et pendant ce temps-là, je devais nettoyer les tableaux en marbre et tous les cuivres. Et quand on arrêtait les machines, on nettoyait les connecteurs avec des lames de scie à métaux. Le travail était dur quand même. On produisait du courant continu. Continue Jean. Quand on prenait une châtaigne, ça dérouillait. Hein. Avec l'alternative, on serait resté collé, mais non, là, avec le continu, c'était la châtaigne, et ça se passait. Les sections de câbles étaient grosses comme mon petit doigt, et la lumière était jaune. On faisait aussi des installations électriques chez les clients et les branchements. On transportait les échelles sur des bicyclettes et le matériel dans une petite charrette à bras, qu'on voit d'ailleurs sur la photo. Hein. L'usine pouvait alimenter des moteurs électriques. Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Les boulangers pour leurs pétrins et puis 1 ou 2 menuisiers. Et donc Jean Valli a travaillé quelques années là, jeune homme, et puis il a travaillé ensuite dans l'installation des lignes pour l'électrification des bourgs et puis des environs. Alors face à ces initiatives, des usines hydroélectriques, des usines thermiques, quand même principalement dans les villes, oui, il y a des gens qui se disent, mais les gens de la campagne notamment, mais pourquoi pas nous? Hein, quand on voit l'effet, la lumière et le confort, déjà là, oui, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le droit, nous aussi. D'ingénieux bricoleurs créent alors de petites usines hydroélectriques dans des villes secondaires, voire même dans des bourgs, dans des communes rurales. Alors je vais m'attarder un peu sur ces hommes ingénieux qui forcent mon admiration, et on va découvrir le parcours de deux d'entre eux. Attardons-nous d'abord sur M. Piquet. Ce Morbihanais se définissait comme constructeur électricien ou ingénieur, sans avoir suivi la moindre formation qui correspondait à ce titre. Mais à défaut d'être ingénieur, il était ingénieux. Alors on va aller dans Morbihan, au Fawet. En 1908, le maire du Fawet confie donc à ce monsieur Piquet les travaux d'éclairage de la ville. Oh, il nous faut 15 lampes de 40 bougies. À l'époque, on parlait de bougies, une autre watt. Un watt devait correspondre, j'imagine, à l'éclairage fourni par une bougie. Je ne sais pas, les scientifiques pourront confirmer. Et donc une usine hydroélectrique est projetée, entraînée par l'eau de l'Élé, la rivière qui passe dans cette commune. Mais alors, l'ingénieur des ponts et chaussées s'étonne, mais pourquoi faites-vous confiance à ce personnage, vu son état d'indigence? Il est déjà endetté envers l'État. Sans doute traîne-t-il des dettes des projets précédents. Mais le conseil municipal ne tarit pas d'éloges sur cet homme respectable, de plus que ses devis sont des plus intéressants pour la commune. Mais les travaux traînent, est-ce pour des raisons financières ou techniques? Bon, les archives ne nous le disent pas. Du coup, en 1912, le nouveau maire du Fawet accorde une concession à la Société électrique de l'Ouest, et puis M. Piquet lui, n'est pas mis au piquet, mais en tout cas, il n'a plus qu'à faire ses valises. Mais on le retrouve. Il réussira quand même à mener bien d'autres projets. Restons dans Morbihan, mais en limite des Côtes d'Armor, Saint-Aignan. Au début des années 10, M. Piquet réalise pour un menuisier de Saint-Aignan une petite usine hydroélectrique près de la passerelle de l'écluse de Gare-les-Dents. Tiens. Et l'unité produit de l'électricité pour l'atelier situé dans la cabane en bois, vous voyez, à gauche, on voit le pignon. Et donc, dans la cabane, on imagine qu'il y a des outils, mais elle permet, cette petite unité aussi, d'éclairer la maison éclusière, qui se trouve pas loin, bien sûr, et puis la ferme de Gare-les-Dents, ainsi que la résidence de M. Boucher, banquier, à Pontivy, donc qui se trouve là, à proximité. Gare-les-Dents, un endroit prédestiné, non? Nous sommes en 1910. M. Piquet envisage un autre projet plus important à Pontivy, mais qui le mène à la faillite. Eh oui. Alors, c'est pour commenter un peu cette photo, vous voyez, c'était pas compliqué. Enfin, en tout cas, on faisait avec ce qu'on savait faire aussi pour entraîner cet atelier, cette usine. Ben, on a commandé à un charron une roue de moulin. Dans l'abri se trouve bien sûr la dynamo. Et bon, après, il fallait mettre tout ça en train, bien sûr, mais en tout cas, on sollicite aussi les ressources locales. Alors, comment naissent ces projets audacieux, parce que c'est quand même audacieux, des gens qui n'ont aucune formation dans le domaine de l'électricité, qui
qui se mettent comme ça, qui se lancent dans l'aventure finalement. Hein. À Piugna, en 1900, oui, deux frères, Pierre et Mathurin Mounier, décident de se rendre à l'exposition universelle à Paris. Alors ces gars-là, ils sont à la fois serruriers, forgerons, maréchaux ferrants. Alors évidemment, à Paris, à l'expo, le stand de l'électricité attire leur attention. Un technicien leur explique ce qu'est une dynamo. Ça sert à produire de l'électricité, il suffit de la faire tourner avec une source d'énergie quelconque, un moteur à pétrole, une machine à vapeur, un moulin à eau. Nos deux hommes repartent en Bretagne emballés par cet appareil. Nous voilà à Piugna, au Pongan, où vivaient ces deux personnages. Pierre Mounier était connu sous le nom de Pierre Bondé. En effet, pour éviter de proférer des jurons, il introduisait ces phrases de Bondé. Ah, Bondé de Bondé, si j'avais été à l'école, j'en aurais fait des choses, qu'il disait. Mathurin, de 2 ans son cadet, était instruit, car il avait fait le petit séminaire. Il disait de son frère décédé avant lui, « Oh, Pierre était un génie, il comprenait tout, je n'arrivais pas à suivre ses raisonnements. » 1905, 4 ans se sont écoulés depuis la visite à l'Expo universelle. Pierre et Mathurin ont travaillé dur et amassé un peu d'argent. Ah oui. Ils louent le moulin du Pongan, dans ce quartier-là, au milieu de l'agglomération de Piugna. Et ils remontent à Paris acheter une dynamo. Et commencent les travaux. La vieille roue à aube est refaite, le bief est élargi, sous la critique évidemment, et les moqueries des badauds. Ah, Bondé de Bondé, ils vont voir, disait Pierre. Voici une photo où on voit l'usine électrique. Alors on la voit à peine, mais elle se trouve ici en contrebas, c'est logique, hein, parce que le cours d'eau passe sous la route, et l'usine est ici. La dynamo donc est installée, et après de nombreux essais et de multiples combines, ils réussissent enfin leur exploit, allumer une ampoule installée dans le haut du bourg. Et ce n'est pas rien. C'est pas rien parce qu'il a fallu plusieurs essais pour que ça marche, et qu'elle éclaire vraiment. Or, les habitants ne se précipitent pas pour demander l'installation d'une lampe chez eux. Un courageux se décide. Les voisins viennent admirer le magnifique éclairage dans la maison. Et petit à petit, les uns et les autres se décident. Pierre opère toujours la nuit, quand la dynamo tourne. Ainsi, au toucher des fils, il peut différencier le conducteur du neutre. Il prend souvent des châtaignes, évidemment. L'usine est mise en route à 5 heures, entre 5 heures et 5 heures et demie, suivant les saisons. Elle est arrêtée dès qu'il fait jour. Le soir, on la remet en marche à la tombée de la nuit, avec arrêt impératif à 22 heures. Tout le monde au lit. En fait, la plupart des habitants ne touchent pas à l'interrupteur. Un jour, le mitron de la boulangerie voisine, qui doit se lever exceptionnellement plus tôt le lendemain pour satisfaire une grosse commande, il va voir Pierre Bondé pour lui demander l'autorisation de mettre en route l'usine lui-même, afin d'avoir la lumière pour travailler. Autorisation accordée. Avant de poursuivre, cette photo, donc, le bourg, donc en bas se trouve l'usine, et on avait baptisé cette rue, quelques années après l'électrification, la rue de l'industrie. Vous imaginez? Comme quoi, on en était fiers. Donc le mitron, lui, revenons au mitron. Debout à 3h30 du matin, il se lève, et surtout il lève la vanne d'alimentation du moulin, la dynamo se met en route, et soudain, toutes les maisons du bourg s'éclairent. Le bedeau, réveillé en sursaut, jette un coup d'œil à son réveil. Il lit 6h15 au lieu de 3h30. Oh, nom d'une pipe! Il s'habille en vitesse, il monte à 4x4 de l'escalier du clocher pour sonner l'angélus, croyant être en retard d'une demi-heure. Le carillonnement réveille le curé qui se précipite à la sacristie et se met en devoir de revêtir ses ornements sacerdotaux. Quelques pieuses paroissiennes mal réveillées arrivent à l'église quand quelqu'un vient dire « Oh, il doit y avoir une erreur puisque les 2 horloges de la maison annoncent 4 heures. » Ceux qui s'étaient levés se recouchèrent et cela donna un bon sujet de conversation
dans le bourg le lendemain. Cette usine des frères Mounier a fonctionné 30 ans, quand même, jusqu'à l'arrivée de la compagnie Lebon qui marqua la fin de son activité. Les frères Mounier ne furent pas indemnisés. Ah, bondé de bondé, pestait Pierre. Et du coup, il refusa de prendre un branchement à la compagnie Lebon. Et attendez, il s'éclaira jusqu'à sa mort à la bougie. J'ai eu la chance de tomber sur ce récit. C'est un monsieur dans les années 80 qui avait connu cette histoire, qui l'avait écrite, quoi. Donc un récit que j'avais plus qu'à cueillir, disons, et parce que c'est quand même des gens qui sont décédés depuis des années. Alors, on va s'attarder maintenant sur un peu un état des lieux quand même de ces usines. Voilà l'état des lieux en 1910. Des usines mises en place sur le département, souvent, uniquement même, mises en place par des sociétés privées ou des individus, des particuliers comme les frères Mounier. Donc certaines sont hydrauliques, d'autres thermiques. Et on a aussi dans la liste 2 usines qui fonctionnent avec un moteur à vapeur, une locomobile finalement, hein, comme Paimpol et Pontrieux. Donc on va pouvoir retrouver du coup sur cette liste Lannion, par exemple, hein, c'est donc une des premières, avec 2 pages de la tour. L'Oudéag qu'on a évoqué, donc il se trouve ici. Hein, et donc dans le coin, il y a Châtellerault, enfin bon, Ploagat, Paimpol, Tréguier, on en a parlé. Donc ça, c'est l'état des lieux en 1910, Pontrieux, oui, j'en ai parlé aussi. Ouais. Donc le Trégor était bien représenté quand même. Hein. Alors, la question que se posent les autorités à l'époque, mais quel avenir pour ces petites usines? Évidemment, parce que ce sont des usines d'envergure différente, qui ne sont pas forcément toutes sur le même type de fonctionnement, c'est-à-dire qu'elles produisent certaines de l'alternative, d'autres du continu, donc difficile de les mettre en réseau. La carte ici est claire aussi sur l'installation, je ne sais pas si vous allez voir dans le fond, mais en tout cas, les carrés rouges, si on distingue les couleurs, ce sont les usines thermiques, donc, et les carrés bleus, les usines hydroélectriques. Donc Plouaret, Belle-Île, par exemple, donc ça c'est une carte, c'est l'état des lieux en 1914, juste au début de la guerre, hein, avant la guerre, parce que 1er août. Donc on retrouve Perros-Guirec, donc l'usine plutôt thermique, Lannion thermique aussi, Tréguier, une usine thermique, Paimpol aussi, Pontrieux. Et il y avait une petite usine thermique à Bégarde, mais qui n'est pas recensée. Est-ce qu'elle existait encore en 14? Sans doute, mais Belle-Île-en-Terre, une usine hydroélectrique, tout comme Plouaret. Donc les ingénieurs des ponts et de chaussées estiment que ces petites usines hydroélectriques sont appelées à disparaître. Ils sont catégoriques là-dessus, elles ne sont pas assez performantes, la production est réduite. Alors des sociétés de plus grandes envergures s'engagent alors à développer l'électrification de la région en lien avec les départements, hein, en commençant par ériger des lignes à haute tension puis à moyenne tension. Et dans les Côtes-d'Armor, il y a 3 sociétés qui vont se partager le territoire. Hein. La société, la compagnie Lebon, on l'a déjà évoqué. La société électrique de Bretagne qui va s'occuper justement de cette région nord-ouest du département. Et la Société Générale d'Électricité, plutôt le sud, notamment la région de Garlédan, c'est elle qui aura en charge la construction de l'usine et du barrage de Garlédan. Mais avant d'aborder le plan d'électrification qui est mis en place suite à cet état des lieux, là, moi je me suis posé la question, moi qui ai toujours connu l'électricité, mais comment vivait-on? Comment vivait-on sans électricité? Nous n'étions pas loin du Moyen-Âge, m'a dit un témoin, une des personnes que j'ai rencontrées. Et c'est vrai qu'à part quelques exceptions, jusqu'à dans les années 1950, l'habitat rural est composé d'une seule pièce, une pièce unique au sol en terre battue, bien souvent. On se chauffe à la cheminée, évidemment. On s'éclaire à la lampe à pétrole, qu'il faut savoir régler, car une mèche trop longue produit une épaisse fumée noire, et le verre se brise au contact de la flamme.
Ne dit-on pas souple comme un verre de lampe? On a aussi d'autres types de lampes qui apparaissent, les lampes à carbure. Une réserve d'eau surmonte une petite cuve remplie de carbure de calcium qui, au contact de l'eau, produit un gaz, l'acétylène, effectivement. Et selon comment l'eau goûte sur le carbure, la production de gaz est plus ou moins importante et la flamme plus ou moins vaillante. Mais alors, les becs se bouchent rapidement, surtout quand la pression est faible. Et puis, cette lampe produit, même si elle produit moins de fumée, elle est plutôt malodorante et dangereuse, mine de rien, hein, puisque sans verre pour protéger la flamme, il y a des risques d'incendie, on ne peut pas la mettre n'importe où. Et puis, possibilité de risque d'explosion. Hein. La flamme s'éteint avec un courant d'air, le gaz continue à se produire, on rallume, bouf. Donc on peut s'éclairer, on a des moyens. Mais bon, dans beaucoup de foyers, on limite l'utilisation de la lampe à pétrole ou la lampe à carbure par mesure d'économie. Brûle pas trop de chandelles, disait-on. Langoulou, je ne sais pas si ça se dit comme ça dans le breton du Trégor, mais dans le centre de Bretagne. Langoulou, tue la lumière, nous disaient nos parents quand on allait se coucher. Alors on utilisait la lampe pigeon, appelée aussi lampion, picouse en breton. Ça vous dit quelque chose? Et dehors, comment faisait-on? Les témoins racontent, quand papa allait soigner ses bêtes, le soir, l'hiver, maman me disait, Francis, tu vas porter la chandelle à ton père. Je portais la lampe tempête, ainsi il avait les mains libres. Dans l'étable, la lampe tempête, on l'accrochait à une pointe, plantée dans une poutre. Bon, ça n'éclairait pas beaucoup. Je ne sais pas comment les pies des vaches étaient nettoyées. Les pauvres vaches, elles étaient repoussantes, raconte une femme. Et pourtant, il fallait les traire, chausser de nos gros sabots. On regardait où mettre les pieds. Le nettoyage des mamelles était laborieux, avec des coups de queue qui vous barbouillaient le visage. Soudain, la vache capricieuse vous déstabilisait. On se retrouvait le derrière dans une bouse et le lait répandu sur le fumier. Et pourtant, ajoute cette dame, jeune fille, que de rêves de coquetterie. Mais pour faire sa toilette, pas d'eau courante, évidemment. On se lave dans une cuvette à tour de rôle après avoir chauffé de l'eau sur le fourneau à bois et encore quand on en possède. L'eau est tirée au puits ou à la fontaine située parfois à plusieurs centaines de mètres, évidemment. Le linge se lave au lavoir. Elle vous dit quelque chose, cette dame, hein? La mère Denis. Je l'ai choisie parce que c'est une Bretonne. Elle est née à Neuillac. Elle a vécu après en Normandie. Hein. Donc on lave son linge au lavoir. Allez, encore un petit coup de la mère Denis. Ou à la mare. La mare dans le fond des champs, parfois. Hein. On se chauffe et on cuisine, évidemment, dans la cheminée. Hein. Le fiston de Paris qui revient, qui se chauffe aussi dans la cheminée. Hein. Et bien, les vaches, bien évidemment, pas de clôture électrique, pas question, ça n'existe pas. Donc elles sont gardées par des pâtours, des pâtres, des enfants et parfois les vieux, les anciens, pour gagner leur pain. Hein. Les vaches sont abreuvées, évidemment, au seau, hein, dans un abreuvoir souvent situé près du puits. L'UTL de Loudéac, dans les années 90, à l'époque, c'était Victor Moisan qui était président, avait fait une étude, il y a eu d'ailleurs des livres de sortie sur justement cette époque, l'évolution du monde rural. Et donc cette étude dit que pour abreuver une dizaine de vaches dans une ferme, on tirait jusqu'à 40 seaux d'eau. Et l'enquête établit aussi qu'à cette époque, les années donc avant l'adduction d'eau, une ferme moyenne dépensait 400 litres d'eau par jour, réclamant 12 km de transport. Ça me paraît invraisemblable, mais après on me dit, mais non, des fois la fontaine elle était à plusieurs centaines de mètres. Quoi. Et puis les seaux, ben voilà, ça clapotait, ils n'arrivaient pas forcément à l'abreuvoir toujours plein. Quoi. Sans électricité, la force motrice des outils de la ferme est l'huile de bras. Pour barater, écrémer le lait, on faisait tournis pendant des heures. La mécanique à ajonc, oui, qu'on dit chez nous, dans le Pays Gallo, la mécanique à ajonc, la machine pour broyer les ajoncs, celle pour broyer les pommes, le vent, la meule, pour affûter les lames de la faucheuse. Tout était mu à tour de bras. Ah, on en donnait des tours de manivelle dans une journée, me dit une dame.
Pas d'électricité, pas de radio, évidemment. On se déplace au bourg pour avoir des nouvelles, dans les cafés, car on n'achète pas tous les jours le journal. Bon, ça dépend des familles, bien sûr. Donc après, un aperçu sur les conditions de vie avant la fée électricité, je ne vous apprends sans doute pas grand-chose, parce que vous avez tous connu un peu ça. Hein. On va aborder maintenant le plan d'électrification, le premier, le véritable début de l'électrification des années 20-30, en tout cas mise en place par les collectivités locales, avec leur soutien. Il faudra donc attendre le début des années 20 pour que l'on réfléchisse au développement de l'énergie électrique en France et plus particulièrement l'électrification des campagnes. Mais alors, ce qui est surprenant, et en même temps, on le comprend, mais les pouvoirs publics bénéficient d'un appui inattendu, celui des prisonniers de guerre revenus d'Allemagne. Prisonniers de guerre, 14-18 du coup. Hein. L'Allemagne, un pays plus avancé dans ce domaine. Et puis ils ont aussi vécu le front, et c'est l'Est de la France principalement, une région plus industrialisée, donc qui était également bien branchée, si on peut dire. Une personne de Plévin, près de Rostrenin, m'a raconté un soir qu'il était au repos dans une ferme à l'arrière du front, dans la Marne. Mon père voit un paysan entrer dans son étable. Il lève la main pour toucher un bouton, et aussitôt, une lumière vive éclaire l'étable. Mon père était estomaqué, évidemment. Après la guerre, ces anciens combattants, et bien finalement, c'est eux qui vont pousser les pouvoirs publics à investir. Pour impulser la dynamique, parce que faut se lancer, hein, le Conseil général des Côtes-d'Armor, des Côtes du Nord à l'époque, offre l'installation électrique à 2 communes rurales. Bon, les anciens combattants de Plévin, ils poussent leur maire à se porter candidat, évidemment. Et il a gain de cause. La commune reçoit ainsi 7 transformateurs répartis sur la commune. Mais alors, le 7e ne sera pas installé, les habitants étant opposés à la lumière rouge. En fait, le maire était radical socialiste. Oui, c'est vrai qu'il faut une volonté politique pour que ça se mette en place. Et en Bretagne, on avait la chance d'avoir un homme bien placé, si on peut dire, hein, Yves Le Troquer, né à Pontrieux, donc un Trégorois. Donc il est ministre, il devient ministre des Travaux publics. Il est de formation ingénieur, hein, ingénieur des ponts et chaussées. Donc c'est l'homme finalement qui convient pour relever le défi. Hein. En tout cas, lui, au niveau de son ministère, il défend avec ferveur l'importance de l'énergie électrique pour le développement de la France rurale. Il dit il faut améliorer le cadre de vie et le développement économique de la campagne pour lutter contre l'exode rural. Or, on l'a déjà vu, en Bretagne, l'habitat des campagnes est parmi le plus dispersé de France. Les maisons sont isolées, les hameaux répartis ici et là, si bien que les frais d'établissement des lignes sont multipliés dans des proportions énormes, tout comme les charges d'exploitation d'un tel réseau. De plus, il y a des pertes d'électricité considérables le long des lignes, dans les postes de transformation. Donc on comprend très bien, pour une société privée, puisque jusqu'à présent ce ne sont que des privés qui ont investi dans les usines, on comprend très bien l'aberration financière d'une telle entreprise, électrifier les campagnes. C'est donc un véritable défi que s'apprêtent à relever les collectivités bretonnes dans les années 20, car dans le même temps, elles doivent engager de gros travaux pour le développement urgent et indispensable du réseau des routes de campagne. Faites-nous d'abord de bons chemins, on verra après, disaient les gens. Et on les comprend. Donc là, c'est un état des lieux en 1924, avec la mise en place déjà des lignes à haute tension, à moyenne tension pour relier les différents lieux de production entre eux. Donc là, dans ces années-là, 22, 24, de nouvelles usines locales voient le jour. Le Conseil général travaille avec ses ingénieurs, mais il y a des initiatives locales qui continuent à voir le jour. Dans le Trégor, il y a Perros, par exemple, et la Société électrique de Perros, qui en 1919 met en place une usine. La Société électrique de Bretagne met en place une usine à Tréguier et Pontrieux en 1921. La Société électrique de Bégard, une usine à gaz en 1922.
la société électrique de La Roche-Derrien, une usine hydroélectrique, la même année, en 1922. Donc il y a quand même toujours des initiatives locales. Et au niveau du Conseil général, on se met à la recherche de nouvelles productions électriques. Les plus importantes centrales électriques fonctionnent au charbon, on l'a vu, hein, les plus grosses, Unity en tout cas. Et pour développer l'électrification de la région, les pouvoirs publics sont en quête de moyens de production d'électricité permettant autant que possible à la Bretagne d'acquérir son autonomie énergétique. Ce n'était pas dit comme ça, mais c'était vraiment ça. À l'époque, on ne voit pas d'issue dans l'exploitation d'une énergie... On ne voit d'issue que dans l'exploitation d'une énergie renouvelable déjà exploitée depuis la nuit des temps, si on peut dire, hein, par les meuniers, l'énergie hydraulique. Et le ministre Le Troquer exprime l'intérêt de cette source d'énergie. Il dit « Étant donné le lourd tribut que nous sommes obligés de payer à l'étranger pour les importations de charbon », le charbon à l'époque il venait d'outre-Manche, hein, Pays de Galles entre autres, nous avons l'impérieux devoir de nous retourner vers nos cours d'eau pour l'aménagement de leur chute et d'en retirer l'énergie qui nous manque. Alors les ingénieurs pondent plusieurs projets. Et pourquoi pas des usines marémotrices. Alors, il y en a une d'envisager à l'Abervrach dans le Finistère Nord, une autre envisagée dans le golfe du Morbihan, vous imaginez, oui, les ingénieurs imaginaient de construire des petits barrages à Tumiac, Saint-Nicolas, à Brouel, pour, en jouant sur les flux des marées, récupérer de l'énergie. Mais à l'époque, les ostréiculteurs, les pêcheurs se sont opposés et ils ont eu gain de cause. Donc il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'on s'oppose à des projets qui paraissent farfelus. On imagine aussi, les ingénieurs imaginent à l'époque une usine marémotrice sur la Rance. 1920. Il faudra attendre 1966 pour qu'elle voie le jour, hein, l'usine de la Rance. Et il y a parmi les projets qui sont proposés, il y a celui-ci, hein, le vicomte de la Guy-Bourgère, qui est aussi maire de Langourla, je crois. Il présente à l'exposition internationale d'électricité de Grenoble en 1925 un brevet de production d'énergie électrique à partir de la houle et des vagues de la mer. Le vicomte met au point un système de va-et-vient sur un corps flottant, visant à transformer le mouvement alternatif en mouvement circulaire. Après, je ne suis pas technicien, mais apparemment ça produit de l'électricité. Et, dit-il, cet appareil peut être placé directement sur un radeau générateur, notamment dans le cas de l'éclairage des phares ou de signaux côtiers, ou bien les fermes isolées tout près des côtes. Bon, ce projet ne verra pas le jour. Pourtant, il a une super plaquette, j'ai lu entre les mains, bien argumentée, et puis dans les archives, on trouve des courriers, il est très actif, ce marquis. Mais le projet le plus sérieux, celui qui verra le jour, enfin en tout cas, soutenu et cofinancé par le département, c'est l'usine hydroélectrique de Guerlédan. Voici la photo de la plaquette de l'époque, comme on imaginait le barrage avant sa construction. Donc c'est pratiquement le barrage qui existe aujourd'hui, si ce n'est qu'à l'origine, on avait prévu, puisqu'on est sur le Blavet canalisé, le canal de Nantes-Brest, prévu une échelle pour monter les péniches et ainsi ne pas rompre le trafic des péniches. On avait aussi prévu sur le haut du barrage, je sais pas si vous voyez peut-être pas dans le fond, mais on voit des rails. On avait prévu de passer le train. Dans d'autres documents, on parle de route. On voyait déjà l'aspect touristique. C'était évoqué. Hein. Bon, on ne verra pas de train ni de voiture à passer sur ce barrage et on ne verra pas non plus d'échelle à péniche. Tout ça pour des raisons financières. En tout cas, l'ouverture du chantier de Guerlédan a eu lieu en 1923. Inauguré par le ministre, bien sûr, Yves Le Troquer, et donc mis en œuvre par l'ingénieur Leçon, appuyé par le sous-préfet de Pontivy, le sous-préfet Ratier. Et la fin du chantier, c'est 1930. On le voit en construction, 1930, 7 ans. 7 ans pour construire un barrage, certes important à l'époque, mais quand même. Bon, ils ont eu des soucis, des surprises techniques, notamment sur les fondations, qu'il a fallu renforcer, mais c'est surtout d'un point de vue financier que les retards, il y a eu une interruption d'un ou 2 ans, d'une ou 2 années, par manque de finances. Et on a pu boucler le financement de la dernière tranche avec l'aide de fonds
canadiens, hein, en appui bien sûr des fonds locaux ou nationaux. Durant cette même période, ou les années qui suivent, d'autres usines voient le jour. Sur le Blavet, toujours donc dans le Morbihan, hein, en 33, 34, et dans les Côtes du Nord, à l'époque, la société Lebron, toujours elle, construit 2 usines. Une au Pont-Roland, sur le Gouessant, et une autre à Morieux, hein, sur la commune d'Illion. Il y en a une autre aussi à Refemel, sur la Rance. Hein. Donc ça, c'est les années 30. Hein. Donc, dès le début, on imagine la mise en réseau de ces unités. Donc, Gare-les-Dents étant l'usine la plus importante. Hein. À l'époque, on ne consommait pas beaucoup non plus, mais elle pouvait alimenter une bonne partie de la région. Et donc là, cette photo a été prise dans les années... Enfin, oui, avant les années 30, enfin, c'est ça, la fin des années 20, pardon. Et là, on relie l'usine de Gare-les-Dents, même pendant la construction du barrage, hein, on a mis en place une ligne qui partait de Saint-Brieuc pour rejoindre Gare-les-Dents. Voilà, donc les premières installations de lignes dans les Côtes d'Armor, Côtes du Nord à l'époque. Et cette première phase d'électrification, maintenant, peut se mettre en route. Hein. La production est là. Et donc, elle s'appuie sur la constitution de syndicats de communes. Ces syndicats, l'intérêt, c'est qu'ils peuvent bénéficier de l'intervention financière de l'État et de prêts à long terme à taux réduit. Et puis, donc, par ailleurs, les communes prélèvent sur leurs fonds libres pour financer le reste de la dépense et lèvent parfois l'impôt, pardon, pas l'impôt, mais l'emprunt auprès de la population. Ils vont voir, plusieurs personnes m'ont parlé, oui, il y a un conseiller municipal venait à la maison, demandait aux parents s'ils pouvaient prêter de l'argent, hein, pour lancer le projet. Ils étaient remboursés après, les années qui suivaient. Alors, sur cette première phase, on commence par l'électrification des bourgs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plus d'abonnés potentiels, c'est donc plus rentable. Les campagnes, on verra après. Et donc, en 1936, il y a la création d'un fonds d'amortissement des charges d'électrification qui permet justement de financer ça. Hein, parce que, alimenté par un prélèvement sur les ventes d'électricité, cet instrument de péréquation amène des financements vers les syndicats. 1936, c'est aussi l'année où le Conseil d'État autorise la constitution de syndicats départementaux. Je vous ai parlé de syndicats plutôt d'ordre local, souvent cantonaux. Hein. Et là, en 1936, le Conseil d'État dit « Vous pouvez créer des syndicats départementaux, ayant pour objet le contrôle des concessions, parce qu'on travaille toujours avec des entreprises privées. Hein. Et donc, dans les Côtes du Nord, cette proposition, cette autorisation du Conseil d'État arrive à point, parce que le prix de vente moyen de l'énergie électrique en 1935-1936 se situe à 10% au-dessus du prix légal. Mais les pauvres élus du syndicat ont du mal à se défendre, parce que ils ont affaire à des chefs d'entreprise, il n'y a pas de concurrence, donc voilà, ils subissent. Aussi, la municipalité de Lannion, dans ces années, à 1935-1936, est en conflit avec la société Lebon. Pour ces raisons-là, de surenchère, de prix trop élevés. Et le maire de l'époque, Edgar de Kergariou, milite pour une organisation départementale capable de prendre en charge l'électrification rurale et être suffisamment fort pour contrôler l'activité des compagnies concessionnaires. Il deviendra d'ailleurs le président fondateur du syndicat départemental d'électrification des Côtes du Nord. Ce projet répond à une attente, car 155 communes sur les 394 qui existent à l'époque adhèrent dès la création au syndicat départemental en 1937. Et les Côtes du Nord, à l'époque, qui occupent la 86e place, jusqu'à 86e rang des départements français pour l'électrification, donc on est parmi les derniers, ils font figure de pionniers en se dotant. C'est pratiquement le premier syndicat de France qui est créé dans le département. Donc le syndicat départemental va vraiment aider les syndicats communaux ou cantonaux, hein, et donc les aider à financer leur électrification, organiser le contrôle des sociétés productrices, et puis elle emploie des hommes compétents
pour concevoir les opérations d'une façon, disons, rationnelle, quoi. Donc c'est vraiment un bon appui, quoi. Et étonnamment, dans les autres départements voisins, bretons, ça vient beaucoup plus tard. Est-ce qu'ils étaient... Je ne sais pas, comment... Je n'ai pas l'explication. Hein. Dans le Finistère, c'est en 1948, qu'a créé ce syndicat départemental. En Ille-et-Vilaine, en 1964. En Morbihan, en 1965. Et on verra que ça a une incidence, je pense. On verra dans l'état des lieux de l'électrification à la sortie de la guerre. Les Côtes du Nord étaient un peu en avance aussi, du coup. Donc commence l'implantation des lignes, hein, et des transformateurs. Alors ça pose problème parfois, hein, parce qu'il faut abattre les arbres. Et les arbres, ça a une valeur quand même, hein, pour les propriétaires. Et puis ils sont nombreux, surtout dans le bocage breton. Alors, on m'a cité, mais c'est rare, hein, quelques propriétaires réussissent à faire contourner leurs champs. Pourtant, les conventions signées précisent les lignes devront emprunter les parcours les plus directs et s'écarter le moins possible de la ligne droite. Ça ne peut pas être plus clair. Alors, les propriétaires d'arbres, quand il y a des arbres abattus ou quand il y a des cultures endommagées, sont indemnisés, bien sûr. Les lignes sont installées, on installe les transformateurs, dans le milieu du bourg, bien sûr, quoi, puisque c'est le bourg qu'on veut éclairer. Et puis, au pied de l'église. Eh oui, parce que, bon, à l'époque, on ne prend pas garde des nuisances d'un point de vue esthétique. Hein. Non. Au contraire, explique Bernard Lemarié, un ancien président du syndicat départemental, on s'en faisait une gloire. On avait un poste. Il fallait bien qu'on le voie. Il y en avait une autre, j'ai perdu. C'est pas grave. Le maire était fier de montrer qu'on allait de l'avant. D'où la présence. On a trouvé plusieurs photos où on voit le poste de transformation auprès d'une belle église. Ah oui, comme ça, le maire pouvait dire « Bah oui, j'ai œuvré pour, vous avez le courant maintenant. » Alors, comment se passe l'installation? Eh bien, il faut quand même des bras, des gens du métier, non, parce que c'est un nouveau métier, mais en tout cas qui se lancent dans l'installation électrique. Eh bien, les artisans du bourg, mécaniciens, souvent, ce sont souvent les mécaniciens, les maréchaux ferrants, qui s'improvisent électriciens pour diversifier leurs activités, mais aussi ils mesurent les perspectives de développement importantes dans ce domaine, évidemment. On va s'attarder sur l'un d'eux. Parce que, bon, c'est intéressant de voir comment on devient électricien, comme ça, pratiquement du jour au lendemain. On est dans le coin d'Uzel, au Quillot. Rémi Queneau. Alors pourquoi cette photo? Rien à voir avec l'électricité. Sauf que sur cette photo, Rémi Queneau, qui était donc un électricien en herbe, était aussi musicien. C'est lui qui est à la grosse caisse, là. Alors, la photo a aussi un intérêt et un lien avec le thème, parce que quand cet orchestre-là de Lamotte se produisait dans les balles, ils allaient dans les salles, dans les granges, qui n'étaient pas équipées en électricité. Pour se faire entendre, pour chanter fort, comment on faisait? Pour porter la voix, on utilisait un porte-voix. Rémi, qui est donc plutôt percussionniste, quand on se décidait à entonner un chant, il sortait derrière sa grosse caisse, il prenait le porte-voix, et puis et vas-y que je te... Et donc Rémi, comme Jean Valli, l'ouvrier de l'usine de Ludac, il a été enregistré aussi dans les années 40. On allait le voir parce qu'il était musicien. À l'époque, on collectait les musiciens. Et puis il était tellement passionné par son métier qu'avant de parler de la musique, il a parlé de l'électricité. Alors beaucoup de témoins s'en souviennent. Les gens disent « Oh, Rémi, c'était un ingénieur », traduisait un gars ingénieux. On l'appelait Rémi la science. C'est pour vous dire. Donc Rémi se forme sur le tas. Il raconte « Oh, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, hein, puisque personne ne connaissait l'électricité. On était recherchés, on était les rois. Quand on arrivait le matin vers 9 h dans une ferme, un bout de lard nous attendait sur la table. Le midi, la femme nous servait un repas amélioré, un poulet, le poulet du dimanche, en semaine. Mais quand on a commencé en 32, 33, on installait une lampe ici ou là, mais personne n'en voulait. Les gens disaient que ça ne valait rien. Ils étaient peu acceptés au bout du compte. En effet, dans cette première phase d'électrification, dans les 20-30, les habitants sont très frileux. Aussi, les conseillers généraux établissent des plans de propagande. Dans la presse paraissent ce type
de communication. Pourquoi un moteur électrique? Pour votre coupe-racine, votre écrémeuse, votre vanoir, votre trieur, votre machine à coudre aussi. Il y a une machine à laver, etc., etc. Des plans de propagande pour vanter les bienfaits de l'électricité. L'électricité, l'énergie électrique est la force par excellence entre toutes les forces, puisqu'elle éclaire, elle chauffe et fait mouvoir les machines. Ah, ça, on n'avait jamais vu encore. Des fermes pilotes sont mises en place, équipées pour montrer ce que l'électricité peut apporter, l'éclairage, bien sûr, les moteurs pour les batteuses, tous les outils, pour la pompe aussi, pompe à eau. Hein. Donc il y a plusieurs fermes comme ça, équipées dans le département. On a parlé d'une ferme, par exemple, à Saint-Caradec, dans notre secteur. Et les gens vont voir. Mais les résistances au changement sont là quand même, hein, elles sont réelles. Une dame de Guénin, dans le Morbihan, me raconte, quand l'installation de l'électricité a été annoncée avant la guerre, des marchands de peur, oui, elle me l'a dit en breton, elle me l'a traduit après, des marchands de peur nous disaient « Oh non, surtout ne mettez pas l'électricité, vous allez tous mourir carbonisés !» Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on avait des toits de chaume. D'autres témoins ont entendu dire oh, « Mais ça va attirer la foudre !» C'est dangereux. Les machines vont couper les pieds et les jambes de nos bons hommes. La dame de Guénin poursuit. Notre maire, Joseph Guillaumard, était conseiller général. Alors, lors d'une campagne électorale, l'électrification était son cheval de bataille. Ses adversaires de gauche étaient contre. Oh, mais la campagne était animée. Hein. Mais le comble, c'est que l'électricien de la commune était de gauche. Oh, il ne pouvait pas être contre l'électricité, bien sûr, c'était son métier. D'autres personnes racontent. Sur les 7 ou 8 fermes du quartier, nous étions les seuls à nous équiper au début de la guerre. Les premiers temps, on avait peur. On en avait tellement entendu. Pierre de Saint-Aignan ajoute « Oh, la rumeur publique disait que l'électricité mettait le feu et tuait les vaches. Mes parents n'avaient pas voulu se raccorder. Notre maire, le député, là, il a électrifié son château et puis les maisons des habitants qui étaient partants. Ils n'étaient pas nombreux. Du coup, les conseillers municipaux n'ont pas eu le choix. Hein. Ils ont dû prendre un branchement. Mais alors, les lignes faisaient parfois 1 kilomètre pour alimenter une seule maison dans un village. Pourtant, bien des fermes tout le long auraient pu être électrifiées. Mais non. L'usine du barrage de Guerlédan n'était pas faite pour tout le monde, dit Pierre. Encore de la propagande, enfin là peut-être plus commerciale. À Corrèze a été électrifié, le bourg, en 1936. Alors Joseph raconte, lui, un voisin disait « Ah, ça y est, les vaches vont danser dans l'écurie !» Ma grand-mère ne voulait pas, elle ne voulait pas entendre parler de ça. Elle tempêtait après les parents. « Les vaches ne donneront pas plus de lait parce qu'elles auront de la lumière. Vous feriez mieux de garder vos sous. » Elle estimait que l'électricité n'était pas rentable. Bernard Lemarié, un ancien président du SDE, le syndicat départemental, raconte « Je connais des localités où, avant la guerre, l'entreprise chargée de tirer les lignes creusait des trous pour mettre en place ces poteaux, et quand elle revenait le lendemain matin, ils étaient bouchés. Dans d'autres lieux, les gens n'étaient pas contents que le trou était dans plein milieu du champ, ils bouchaient le trou, puis ils en creusaient un près du talus. Bon. Et Lemarié ajoute « Les moins évolués dans les campagnes ne parlaient pas d'électricité, mais d'atrocité. » C'est pour vous dire. Il y avait du travail. Bon, les raisons économiques sont aussi la cause du refus. Hein. Il faut qu'on ait conscient. Il faut dire qu'on n'est pas riche dans les campagnes. La crise boursière de 29 n'est quand même pas loin. On commence à s'en sortir. Mais... Et puis, les fermiers, c'est quand même le statut le plus courant dans les fermes. Les fermiers sont à la merci du propriétaire, de leur bon vouloir. Mais alors, le refus du progrès pousse des individus à des actions vraiment radicales. Ah oui, vraiment. Ainsi, dans le Morbihan, à Guemnay-sur-Scorff, l'ouvrier électricien Jean Guillevic vient un jour apporter au directeur de la société des forces motrices du Scorff un fil de fer dénommé ronce artificielle, fil barbelé, hein, qu'il a trouvé suspendu sur les lignes, non loin de la gare de Lignol, provoquant évidemment des perturbations. Comme c'était la 4e fois que pareil fait se produisait, une plainte fut déposée à la gendarmerie. Donc on va jusqu'à le sabotage. Des élus sont convaincus, d'autres moins.
parfois même certains très frileux. L'électrification provoque des débats au sein des conseils municipaux. On craint que le financement des installations grève le budget communal. La centrale électrique située sur la commune de Loqueffret, dans le Finistère, est créée en 1928. Le directeur propose à la municipalité l'installation gratuite de l'électricité dans le village. Sympa, quoi. Eh bien, le maire refusa. Ça rendra les gens feignants, qu'il a dit. Avec ça. Donc ce refus retarda la venue du courant dans le bourg, c'est quand même quelque chose. Le conseil municipal de Le Merzer, près de Guingamp, réuni le 19 août 1923, donne un avis défavorable aussi pour la distribution d'électricité, considérant que dans le bourg, qui ne compte que 51 feux, 51 foyers, environ 60 lampes seulement sont susceptibles d'être installées. De plus, il n'existe que 2 forges, 2 ateliers de menuiserie, un de charronnage dont les patrons ne souhaitent pas s'équiper en moteur. Bon, alors, les avantages susceptibles d'être retirés de l'électrification du bourg seront minimes pour une dépense importante qui grèverait lourdement le budget communal. Donc, voilà, on tire un trait sur l'électrification. A contrario, j'ai trouvé ça dans l'historique du syndicat départemental, un maire du Trégor, je ne sais pas la commune, un maire du Trégor imaginait que l'électricité à la maison éloignerait les hommes du café. Parce qu'effectivement, les cafés sont dans le bourg, ils sont électrifiés. Mais quand même, pour être juste, et beaucoup d'élus, bon nombre d'élus sont conscients de l'intérêt de l'électrification pour le développement de leur commune. Il y a quand même des gens avant-gardistes, en tout cas, qui sont de leur époque. Et ils se démènent, ces gens-là. Apprenons que l'État choisissait des communes pour une tranche d'électrification électrique. Le maire de Saint-Gouénot, dans le Mené, il se rend à la préfecture, et arrivé dans le bureau chercher d'instruire le dossier, il voit la liste des communes retenues. Bon, mince, Saint-Gouénot n'y figurait pas. Par contre, Saint-Gouin y était. Alors ils s'emportent, mais vous êtes complètement fous, vous avez oublié Léo, c'est pas Saint-Gouin, c'est Saint-Gouénot. Il eut gain de cause, Saint-Gouin aussi sans doute. Mais... Alors parfois les curés sont aussi là pour impulser des choses. On m'a raconté, à Saint-Brandan, en pleine messe de minuit, coupure d'électricité. Le curé qui avait participé, qui avait bricolé, participé à l'installation électrique, sort de l'église avec sa soutane, il monte à l'endroit où était le transformateur, il remet ça en route, et puis il revient et continue son office. Alors, dans le paysage, apparaissent de nouveaux éléments, et un nouveau jeu apparaît. Sur le chemin des écoliers, les enfants en quête de nouveautés sont ravis. De beaux isolateurs scintillent au soleil en haut des poteaux électriques. « Ah, avec les copains, dit Jean, c'était à celui qui en cassait le plus. Ah, j'en ai cassé. Un jour, mon frère a descendu je ne sais combien de potées. Le lendemain matin, quand on arrive à l'école, mince, les pots cassés étaient sur le bureau du maître. Un voisin les avait apportés. Mes parents ont dû payer, nous aussi. » Au début, la première phase d'électrification, les pannes électriques sont assez fréquentes. Les installations ne sont sans doute pas au top, on va dire. Un jour, un habitant du bourg de Neuillac entre chez son voisin, surpris. « Mais pourquoi tu laisses la lumière allumée en plein jour ?»« Ah, madame, écoute, on n'a pas eu de courant hier soir, alors tant pis pour eux. Je vais laisser allumer la lumière toute la journée. » Il allait payer plus cher aussi, mais bon, voilà. Enfin voilà, la plupart des bourgs sont électrifiés, parfois même les campagnes. Dans certaines communes, surtout sur le nord, sur la côte, dans votre région, les campagnes sont parfois aussi électrifiées en même temps que le bourg. Ça dépend de la volonté politique, bien souvent. Arrive la guerre 39-45. On va s'attarder un peu sur cette période, triste évidemment, mais qui n'a pas été facile pour ceux qui ont refusé le branchement électrique, qui auraient pu, mais qui ne l'ont pas pris. Ils l'ont vite regretté, je puis vous le dire, on en a parlé plus d'une fois. Parce qu'on se souvient à l'époque, pendant la guerre, pendant l'occupation, tout était contingenté, rationné. On avait le droit à tant de litres de pétrole par an. Mais dit une dame, dès qu'on avait un peu de beurre, on allait le porter chez l'épicier pour avoir plus de pétrole ou de carbure. Il avait une filière pour s'en procurer. « Faut pas le dire », nous disait-il.
Quand le commerçant recevait une livraison, se souvient Louise de Ménéac, oh, il y avait une queue dans la rue. Je passais un bout de jour à attendre des fois. Mais il arrive que le pétrole vient à manquer. Quand le bidon est vide, il est vide. Et quand le commerçant ne veut plus en donner, comment on fait? Comment faisiez-vous? Effectivement, c'est la question que je posais. Hein, pour s'éclairer dans un habitat comme ça, bon, là ça va en plein jour, mais l'hiver, il fait nuit à partir de 5 heures. Comment fait-on? Madame, on s'éclairait avec une bonne fouée, un bon feu dans la cheminée. Nous avions une grande cheminée, on s'y mettait dedans. Il fallait bien économiser le peu de carburant qu'on avait. Eh oui. Et puis, on se met à fabriquer des lampes archaïques, des chandelles, un peu comme le faisaient les anciens autrefois. On coulait de la graisse dans une boîte de sardines, on y trempait une mèche, ou alors on creusait un rutabaga ou une betterave, comme on évite un melon, et on y fondait du saindoux avec un bout de chiffon ou un bout de bois en guise de mèche, et voilà notre chandelle. Ça pétillait, ça projetait de la graisse partout. Et on faisait nos devoirs avec ça. Fallait pas s'étonner si les cahiers d'école étaient gras. On fabriquait aussi des bougies avec du suif, hein, la greffe de bovin. Et pour faire une bougie, il faut un moule quand même. Qu'est-ce qu'on utilisait, d'après vous? Le moule à beurre. Je ne sais pas, peut-être pourquoi pas. Moi, on m'a parlé de la pompe à vélo. On démontait, et ça faisait un tube vide. On y glissait une ficelle, on coulait le suif chaud, et voilà la bougie. Bon, il paraît que ça se consumait plus rapidement qu'une bougie de cire. Et dit une dame, il fallait encore camoufler les fenêtres, pour pas que les avions, comme si un pilote d'avion pouvait repérer la lueur de notre petite chandelle. Oh. Et pendant la guerre, ce qui est intéressant, c'est que les gens démunis dans la nuit, c'est quand même invivable, il y a des idées ingénieuses qui jaillissent. Ici, on installe une ampoule électrique alimentée par une batterie qu'on fait recharger au garage de Bourg, parce qu'au Bourg, ils ont le courant. Là-bas, on raccorde le manège à chevaux à une dynamo. Nous faisions tourner 2 chevaux par semaine pour charger les batteries. 2 fois par semaine. Lors d'un bal clandestin à Trédaniel, près de mon contour, les jeunes ont l'idée de mettre un vélo à l'envers posé sur une table. La dynamo est reliée à une ampoule fixée au plafond et les danseurs se relaient pour tourner la pédale. C'est pas beau, ça? Et surtout, pendant la guerre, des petites unités électriques voient le jour. Les familles lassées de brûler des chandelles pétillantes de graisse décident d'investir dans une installation électrique, s'inspirant finalement de ce qu'ils voient autour d'eux. Les meuniers, depuis quelques années, ont équipé leur moulin ou leur minoterie d'une dynamo. Alors, que raconte Pierre? On choisissait un bon ruisseau, le charron fabriquait une roue, les hommes creusaient le bief de façon à remonter le niveau du cours d'eau pour former une chute, ou alors on creusait une réserve d'eau. Donc ça, c'est une usine de ma commune, à Langa, elle n'existe plus, mais photo prise en 1942. La roue entraînait une dynamo ou génératrice, et avec ça, on éclairait 3-4 maisons du village, les maisons environnantes. Bon, évidemment, quand il s'agissait d'une réserve, la lumière marchait tant qu'il y avait de l'eau, quoi. On voit ici justement l'étang, la réserve, qui est creusée, par des réfractaires au travail obligatoire en Allemagne. Ils étaient en fond des vallées, à l'abri, et c'est comme ça qu'ils gagnaient leur pain, des jeunes du pays, là, pour creuser cette réserve. Et donc l'usine est en contrebas, avec la roue, bien sûr, et donc elle alimente les maisons qui se trouvent, on ne les voit pas, mais en haut de la vallée, quoi. Et c'était assez ingénieux, puisque on ne descendait pas dans le fond à l'usine pour la mettre en route, il y avait un câble, un levier, un des habitants avait la charge d'actionner le levier pour mettre en route, ouvrir la vanne finalement et mettre en route l'installation. Alors dans cette usine, là c'est Badoil, un voisin qui chargeait justement d'actionner l'usine. Un soir d'hiver, Badoil actionne le levier pour la mise en route de l'unité. Mince, pas de lumière. Il descend au moulin, le gel avait bloqué la roue. Oh mince! Il monte sur une pale et crac! Le v'là qui tombe sur la roue qui s'est débloquée. Oh, il n'a pas eu le temps de réagir, il tombe et il se fait entraîner par la roue. À la maison, sa femme est surprise de voir la lumière osciller. D'un coup, l'ampoule éclaire vivement et l'instant d'après, elle baisse d'intensité. Oh, c'est pas normal.
et descend au moulin et découvre son mari prisonnier de la roue. Quand le pauvre homme se trouvait en haut de la roue, là, elle se stabilisait, puis elle prenait la vitesse avec le poids du bonhomme, bien sûr, qui plongeait dans l'eau, puis la roue ralentissait en remontant le bonhomme, d'où les variétés d'intensité électrique. La mère Badoil, bien sûr, a fermé la vanne, vite fait, pour libérer son mari bien meurtri. C'est incroyable cette histoire. On l'a inventée, c'est pas possible. C'est les voisins de ce site-là qui m'ont raconté ça. Et je sais pas, un mois après la sortie du livre, une dame vient me voir et puis elle me dit ouais, j'ai vu qu'il y avait l'histoire de mon père, là, Badoil. Oui, c'est vrai que j'aurais dû dire, mais ça m'a un peu surpris que ça se soit passé comme ça. Ah oui, si, c'est vrai, hein, il est bien resté 15 jours au lit, hein, tellement il était meurtri, le pauvre. Bon. Alors, pendant la guerre, pour continuer sur les initiatives quand même audacieuses, hein, c'est les gens des habitants comme vous et moi, les premières éoliennes apparaissent pendant la guerre. Toujours aussi pour enfin avoir bénéficié des bienfaits de la fée électricité. Elles sont fabriquées, en tout cas celles dont on m'a parlé, par Pierre Ganne, un monsieur de Quimper, qui est finalement le pionnier de l'électricité éolienne en Bretagne. Là, c'est pareil, Pierre Ganne embauchait des réfractaires au travail du STO, hein, et donc il a produit des éoliennes qui ont été vendues ici et là dans les hameaux ruraux. Enfin, sur les initiatives pendant la guerre, il y a aussi des extensions de lignes. On se dit, mais tiens, le courant est dans le bourg, écoute, on va tirer un câble et un fil électrique, et puis voilà, on va l'amener chez nous. Ça, c'est un monsieur Lavenant de Mur, de Bretagne, fils de paysan qui s'improvise monteur de ligne. Parce que les habitants, finalement, ils interpellent la préfecture. Hein, dans les archives, on trouve plusieurs courriers d'habitants qui, vraiment démunis, et s'adressent au préfet et se plaignent. Dès la nuit tombée, tout travail, même dans les intérieurs, est rendu impossible. Il faut se coucher. Il n'y a plus que ça à faire, se coucher. Alors, comment ça se passe pour ces extensions de lignes? Souvent, la compagnie d'électricité monte un compteur au départ de la ligne, donc à la sortie du bourg. Et puis, les habitants chargent à eux de se débrouiller pour l'installation des poteaux, des fils et la répartition des charges de consommation. Il y a un compteur dans le bourg, après, la facture, il faut se la partager. Hein. Eh oui, mais ça a fonctionné, et ça, il y a eu plusieurs cas, hein, parce que c'est vrai que c'est pas, a priori, compliqué. Alors, là, c'est sérieux, il y a un poteau, mais on m'a dit des fois, on mettait le câble, le fil d'un arbre à l'autre, parce que les chemins étaient bordés d'arbres, évidemment, à l'époque. Allez, hop, on pointait ça, on a fixé ça sur les arbres, sur les troncs d'arbres. À cause du rationnement du pétrole, on manque aussi de carburant pour les battages, parce que, bon, autrefois, c'était les locomobiles, mais déjà, avant-guerre, on avait des moteurs à pétrole pour actionner, ou à essence, pour actionner les batteuses. Et le syndicat d'électrification va acheter des moteurs électriques, ça c'est un transformateur, mais des moteurs électriques pour proposer aux agriculteurs. C'est le syndicat qui en a la charge. Alors, évidemment, les gens prenaient des risques inconsidérés, c'est ce que me raconte M. Besan qui a rapporté cet élément. Dans les fermes n'étaient pas raccordées au réseau, donc on dénudait la prise et on entortillait les fils nus l'un après l'autre sur les deux fils de la ligne électrique. Naturellement, l'opérateur pouvait ressentir au minimum des picotements au raccordement d'une phase, surtout par temps humide. Bon, c'est vrai que c'est jamais humide en Bretagne, mais... Et ça, c'est aussi une initiative pour justement faciliter le raccordement des fermes au réseau électrique, parce que là, quand dans la cour de ferme en proximité, passe une ligne électrique classique, pas de souci, mais parfois ce sont des lignes à moyenne tension. Donc le syndicat départemental achète des transformateurs mobiles comme ça, qui sont à disposition des paysans, qui permettent de se brancher sur des lignes à moyenne tension. Alors là, comment, je ne sais pas, on n'a pas les détails de l'opération. Mais en tout cas, alors, sans doute que cette photo n'a pas été prise dans les Côtes du Nord parce qu'il y a un palmier, mais le syndicat, dans les archives du syndicat, on trouve ça, l'achat de transformateurs mobiles pour permettre au battage de se faire. Et donc, ils sont tractés par des chevaux, évidemment, comme c'est logique à l'époque. Alors, pendant l'occupation, les coupures de courant sont vraiment nombreuses. Évidemment, l'occupant se réserve l'énergie électrique. L'énergie, c'est le nerf de la guerre.
pour alimenter notamment la base sous-marine de Lorient, mais aussi Brest, enfin ça, parce que tout est en réseau, hein, le port de Brest. Mais puis, pour porter préjudice aux Allemands, évidemment les résistants procèdent à des sabotages. J'ai rencontré un ancien résistant de Saint-Caradec qui se souvient, il a fait sauter plusieurs poteaux électriques sur la ligne justement de Gare-les-Dents à Brest. On trouve son témoignage dans le livre. Et donc l'occupant va préserver, va protéger l'usine principale, Gare-les-Dents. Gare-les-Dents est un lieu stratégique, évidemment, pour l'occupant. Il met en place un dispositif de défense anti-aérien autour du barrage, bien sûr, et puis il construit des fortifications, en réquisitionnant, bien sûr, la main-d'œuvre locale. Et les gens racontent, pendant la guerre, on a installé des grosses saucisses gonflées, comme des ballons, oui, des ballons gonflés à l'hydrogène, qu'on mettait à proximité du barrage pour le protéger des bombardements aériens. Mais malgré ces moyens de défense, les Alliés vont attaquer, vont essayer de bombarder l'installation avec ce type d'avion. Et à plusieurs reprises, à partir de 1943. Bon, ils ne bombardent pas, ils ne visent pas le barrage parce qu'ils sont pas bêtes quand même. Derrière, il y a Saint-Aignan et surtout Pontivy, qui peut être inondé en moins d'une demi-heure. Mais ils bombardent le transformateur situé à 1 kilomètre au-dessus du site. Et on a retrouvé une photo aérienne des archives en Angleterre, de la Royal, où on bombarde là, le transformateur et l'usine électrique. Les avions mitraillent les diverses installations. Il y a plusieurs blessés, malheureusement. En mars 1943, le bombardement fait 4 blessés graves. Mathurin Auffray, un ouvrier murois de 50 ans, meurt de ses blessures une demi-heure plus tard. Ces hommes travaillaient aux réparations du transformateur électrique bombardé quelques jours avant. Voilà, en ce qui concerne la guerre. Donc, il s'est passé des choses. On n'a pas avancé beaucoup dans l'électrification, mais il y a eu quand même des initiatives et on comprend pourquoi. Alors, les années d'après-guerre, les temps sont encore durs, évidemment. La politique de rationnement, pour ceux qui ont vécu l'après-guerre, est encore présente, il y a toujours du rationnement. Et puis, les travaux, il faut d'abord commencer par reconstruire les villes détruites, alors qu'une grande partie des campagnes, bien sûr, reste à moderniser. Mais comme en 1918, les prisonniers de guerre ont joué un grand rôle dans l'acceptation du travail à faire. Ils sont rentrés d'Allemagne en disant « c'est extraordinaire là-bas, dans les fermes, ils ont l'eau courante. » Eh oui. Et puis surtout l'électricité, les étapes sont carrelées. Eh oui. Donc évidemment, ils vont impulser, certains prendre des responsabilités politiques et du coup, voilà, quand il faudra relever les manches, ils seront là, quoi. Et donc, alors qu'est-ce que je raté un truc. En 1946, la loi de nationalisation des entreprises françaises de production, de transport et de distribution d'électricité donne naissance à Électricité de France, EDF. Donc, parce que, comme je vous l'ai dit, toutes les initiatives, tous les investissements étaient portés, en tout cas mis en œuvre par des sociétés privées, c'est fini, c'est EDF qui s'en charge. On va pouvoir donc reprendre l'électrification. L'État s'est doté d'un outil, d'une structure. Alors, on va voir que la Bretagne, à quel point elle accuse un retard considérable. Cette carte est très parlante. En blanc, les régions en France les moins électrifiées. Tiens, c'est marrant, c'est chez nous. C'est pas marrant parce que effectivement les gens ont attendu longtemps. Alors, là on mesure le pourcentage des logements ruraux, donc les logements des campagnes, on ne tient pas compte des agglomérations. Et donc l'Est de la France, industrialisé, on est à plus de 95%, tout ce qui est en rose, des logements ruraux sont électrifiés en 1946. En bleu, de 90 à 94%. Chez nous, on est à moins de 60%. Mais avec des précisions, quand tu dis moins de 60%, en Bretagne, c'est moins de 50%. En Finistère, 43% des logements ruraux sont électrifiés. En Ille-et-Vilaine, je crois que c'est 42%, je vais mieux voir sur mon écran ici. En Ille-et-Vilaine, 45%.
le Morbihan 52%, les Côtes-d'Armor 55%. Ah, c'est quand même, on est le département où on avait un peu d'avance sur les autres. Est-ce que c'est dû au syndicat départemental? Sans doute, ça a dû y contribuer, qui existait contrairement aux autres départements. Donc, 55% des logements ruraux étaient électrifiés, restait 45%. C'est quand même considérable. Hein, surtout à cette époque où les moyens financiers n'étaient pas importants, comme je l'ai dit, la reconstruction. Oui. Donc un véritable défi là aussi à relever. Et donc il faudra attendre le début des années 1950 pour pouvoir engager des moyens importants dans l'électrification des villages de nos campagnes. Le chantier, bien sûr, est considérable. Aussi, le programme des travaux s'échelonne sur une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années. Alors, durant la première phase d'électrification des campagnes, durant cette dernière phase, les syndicats intercommunaux sont à pied d'œuvre, évidemment. Hein. On attend, on s'impatiente, on piétine dans les campagnes. Les programmes d'électrification du ministère étant limités, les syndicats cherchent des financements ici et là, privés, lèvent l'emprunt aussi, les communes lèvent l'emprunt pour entreprendre des opérations hors programme de façon à avancer plus vite. L'entreprise Garzensky et Traploir met en place une grande partie des lignes du centre-Bretagne des années 50. Et donc, elle crée des fabriques de poteaux dans différentes communes bretonnes, souvent et pratiquement toujours, même à proximité d'une gare, parce que les matériaux arrivent par le train, les poteaux peuvent repartir par le train. Ça limite le transport de ces supports encombrants. Et donc, on embauche de la main-d'œuvre locale. Et je crois qu'il y en a eu une à Château-Laudrin, à Uzel, je ne vais pas répertorier, mais il y en avait un ici et là, des fabriques de poteaux. Et donc, pour électrifier nos campagnes, dans chaque commune, on établit des quartiers. On prend la carte, et puis voilà, on va faire un quartier regroupant plusieurs villages, comprenant 25 à 30 foyers, ça dépend de la population. Chaque quartier est doté d'un poste de transformation. Et donc, on va pouvoir installer les lignes. Alors, avant la guerre, on avait des moyens rudimentaires, et là, on peut bénéficier des véhicules de l'armée américaine pour travailler dans les champs. Sur d'autres photos, on voit des engins à chenilles, même des sortes de chars qui sont utilisés, reconvertis pour la mise en place des poteaux, sachant que, encore dans les années 50, on creusait les trous pour les poteaux là, à la main, à la pioche, à la pelle, la baramine quand il y avait besoin. Et on m'a raconté... ça dépend du terrain, mais pour creuser un trou, parce que les poteaux électriques, vous voyez ce que c'est pas rien. Et il fallait une journée, un homme travaillait une journée pour creuser un trou, à peu près, ça dépendait du sol, évidemment. Et pour se rendre compte un peu du matériel, des matériaux nécessaires pour alimenter un quartier, j'ai pris un quartier dans le Menet, là, le transformateur allait alimenter 31 foyers répartis dans 14 villages. Eh bien, cet équipement a nécessité 6421 mètres de ligne pour 31 foyers, soit 6118 kg de cuivre. Allez, imaginez. Et tout ça est encore en place, évidemment, parce que l'habitat est toujours là. L'étendue de ces lignes est vraiment exceptionnelle, notamment sur cette zone où l'habitat est vraiment très dispersé. Alors, dans les années 50, évidemment, personne ne refusait l'électricité. On avait trop attendu quand même, même les plus modestes. Bon, évidemment, on m'a dit, si une telle personne, il y a toujours des marginaux, il y a eu quelques exceptions, mais bon, d'une façon générale, oui, on veut l'abonnement. Et là, le métier d'électricien qui restait quand même peu répandu, il se développe. La photo du déroulement des lignes dans les campagnes, il y avait de quoi faire. Et un électricien d'Ille-et-Vilaine, de Pleurtuis, précisément. Un gars de Saint-Jean-de-Brévelay, c'était un improvisé électricien, raconte André. Quand on l'appelait pour un dépannage, son diagnostic était toujours le même. Oh, c'est un courju. Aussi, on l'appelait courju, évidemment. Vous voyez, car comme avant-guerre, la plupart ne sont pas formés, tout juste quelques notions. Avec notre instituteur, raconte Georges, on faisait des petits montages électriques. J'aimais bien ça. C'est comme ça qu'est venue ma vocation. On a pris sur le tas. Installer des fils, fixer une ampoule, c'est simple.
Par contre, on avait du mal avec le va-et-vient. Un soir, je dis au patron, oh, le va-et-vient ne marche pas. Oh, tu sais pas encore installer un va-et-vient, toi? Je trouvais qu'il allait fort, lui-même ne savait pas. Et alors on s'est mis à observer les installations des concurrents. Et puis on a fini par apprendre. Et la lumière vient. Ah. C'est enfin notre tour. Les ruraux vivent cette installation comme un rétablissement de leurs droits citoyens. Le jour de l'inauguration du transformateur de La Roche, quartier de La Roche à Trédaniel, en 1954, Victor a déclaré à son fils « Ça y est, je suis en France. Je peux enfin écouter la radio chez moi. » Évidemment, c'est l'explosion de joie. Et on l'a faite. Voici un florilège de témoignages, je ne vais pas tout mis, mais de ce que disent les gens. Quand on a eu l'électricité, on aurait bien porté Rémi, celui qui est dans le milieu là, l'électricien, dans nos bras, tellement on était excités. Quel bonheur d'avoir l'électricité, c'était la fête. Le maire est venu nous annoncer que le courant était branché. On était contents, vous vous rendez compte? On avait l'électricité. On n'en croyait pas nos yeux. C'était une joie, un soulagement aussi. Bon, quelle avancée! On ne parlait que de ça à la maison et entre voisins. Oh, qu'est-ce qu'on voit bien! On était éblouis. On appréciait la commodité. Il n'y avait plus qu'appuyer sur un bouton et on avait de la lumière. Ah, ça, c'était un sacré progrès. Toute la pièce était éclairée. Avec la lampe de pétrole, on avait un petit halo de lumière réduit. Et puis, on passait d'une maison à l'autre pour voir si ça éclairait mieux chez le voisin. Oh, chez nous, ça donne mieux, c'est plus blanc. C'était la foiridon. Le cidre roulait sur la table. Oh, on a vite oublié le noir. Oui. Mais alors, à l'étable, les vaches étaient plus étonnées que nous. Elles levaient la tête. Elles n'avaient jamais vu une telle lumière. Et avec la lampe de cour, on pouvait marcher dehors d'un pas assuré, les mains libres, comme en plein jour. C'est quelque chose, ça. Alors ça se fête. Et la fête a lieu lors de l'inauguration du transformateur, qui est devenu finalement la bâtisse un peu emblématique du quartier. Hein. Et on appelle ces fêtes bien souvent, d'une commune à l'autre, on en retrouve régulièrement, la fête de la lumière. Elle est bien nommée. Et pour donner du prestige à l'événement et pour exprimer sa fierté d'être enfin électrifié, les habitants mettent un honneur à décorer le poste de transformation devenu, effectivement, important. Hein. Et il y a du beau monde. Là, sur cette photo, par exemple, au Fawet, là, il y a le député qui est là. Un habitant d'une commune voisine raconte oh, le conseil général, le maire était là pour inaugurer le transformateur en présence des ingénieurs des travaux publics de l'État, du président du syndicat d'électrification, du chef de district EDF, de l'agent des ponts et chaussées du secteur, du directeur de l'entreprise qui avait construit le transformateur et du curé. Ah oui, le curé a béni le transformateur. On a chanté les cantiques de la paroisse, et puis on entonnait la Marseillaise, et puis les chants populaires. Ah, le curé avait le droit à sa chopine, lui aussi. Ah oui. Ah, puis les enfants sont vêtus des plus beaux habits, hein, les habits du dimanche. Alors parfois, la fête tourne à la beuverie, comme appelait ça là. Un témoin raconte, oh, on servait du vin chaud à discrétion, moitié vin, moitié goutte. Bon, Jean Ruello flambait le vin, avant de le servir. Tout le monde était euphorique, évidemment. On avait invité un mono de Plémy, il jouait de l'accordéon devant la cheminée, perché sur un banc. Il chantait, il racontait des blagues. Oh, il a fallu réapprovisionner la buvette à plusieurs reprises. Je me disais, ils vont être gentils, ils vont être beaux. Alors, à l'intérieur de la maison, il n'y a pas de changement considérable, c'est toujours le même décor, sauf que il y a quand même au plafond la lampe et l'ampoule au bout. Quand on a allumé la lumière, ma mère a enlevé puis remis ses lunettes plusieurs fois avant de les rejeter en déclarant heureuse « Je n'ai plus besoin de verre !» Elle qui ne se séparait plus de ses lunettes pendant la veillée, depuis longtemps. Annick était jeune fille, elle était en pension quand l'électricité est arrivée dans sa maison installée en 1952. Elle se souvient, quand je suis revenu pour la sortie mensuelle, je n'ai pas reconnu la maison. Mes parents avaient fait installer un néon dans la pièce à vivre. Imaginez, passer de la lampe à pétrole au néon. Oh.
On ne se reconnaissait plus. Ça avait changé radicalement du jour au lendemain. L'inconvénient, c'était tellement bien éclairé qu'on voyait la saleté, les toiles d'araignée partout. Ben oui. Et la radio. J'avais 18 ans lorsque l'électricité est arrivée à la maison en 1955, confie Georges. Aussi bizarre que cela puisse paraître, j'étais beaucoup plus intéressé par ce qu'allait nous apporter la radio que par le confort apporté par l'électricité. Le poste, comme on l'appelait, allait nous ouvrir des horizons que nous n'osions pas imaginer. Grâce à cet outil d'information, nous sortions de notre milieu fermé où nous devions penser avec des idées de papa, de maman. La radio nous donnait accès à un espace de liberté, de discussion, de contradiction aussi. Et puis surtout, de découverte. Ah oui, la radio, c'est souvent le premier équipement qui est acheté. Parce que l'électricien vient installer la lumière, et puis tu mets une radio en plus. Mais bon, quand même, on fait attention. On ne fait pas de folie. Dès l'installation, les gens regardaient à la dépense, raconte Hubert, électricien. J'ai vu percer une ouverture dans la cloison en bois pour installer une lampe entre le couloir et l'une des pièces qu'il desservait. Et cette photo, je l'ai prise il y a 3 ans. Hein, c'est encore en place dans une maison abandonnée, mais bon, c'était ça. Hein, on économisait. Et puis, bon, comme dit, continue Hubert, on installait des ampoules de faible intensité. Allez, tu mets une ampoule de 15 watts là, dans le couloir, une de 25 dans la cuisine et la chambre, ça suffira. On ne dépassait pas les 40 watts. Mais c'était quand même mieux, et beaucoup mieux que la lampe à pétrole. Et il fallait faire attention de ne pas laisser une lumière allumée. Oh là là là. Quand on sortait d'une pièce, la grand-mère était derrière nous. Éteins donc la lumière. On n'allumait pas une lampe en plein jour comme aujourd'hui. On appuyait sur l'interrupteur qu'à la limite de l'obscurité presque complète. Non, mais c'est qu'il ne fallait pas dépenser inutilement. Et si on allumait trop tôt la lumière, on s'entendait dire « Éteins donc, tu vas brûler le jour !» Eh oui. Et puis on peut s'équiper, les petits équipements, le fer à repasser, c'est quand même plus pratique que le faire chauffer avec de la braise ou dans le foyer. Pour continuer quand même, j'ai oublié sur l'usage parcimonieux de l'électricité. Un agriculteur accompagnait sa femme dans l'étable pendant la traite du soir. Dès qu'elle était assise au pied d'une vache, toc, il éteignait. Puis il rallumait le temps que la fermière verse le lait dans le bidon et s'installe à la vache suivante. Et il éteignait à nouveau. Bon, ça ne s'est pas passé partout, mais ça s'est passé. Les moteurs électriques vont évidemment soulager les paysans, les artisans, hein, parce que les outils, on peut maintenant les faire, ils vont pouvoir tourner grâce à l'électricité. La clôture électrique, ça va soulager les enfants et ceux qui gardaient les vaches. Et puis, quelques années après, la machine à traire. Eh oui, c'est sûr. Il y a du changement. À la maison, donc l'arrivée des premiers équipements, on l'a dit, fer à repasser, ça apporte du bien-être. Et surtout aux femmes, hein, parce que c'est vrai qu'elles n'ont pas toujours la tâche facile, notamment pour le linge. C'est les femmes qui en parlent le mieux de l'arrivée des machines à laver. Puisque grâce à l'électricité, on peut avoir de l'eau courante. Bon, évidemment, avant, certains avaient réussi à faire venir l'eau par gravité ou avec un bélier, hein, donc sans électricité, mais ils étaient peu. L'adduction d'eau va donc soulager la ménagère grâce à la machine à laver en particulier. Ah, on avait une Alpha Laval, se souvient Pierrette. L'artisan vendait aussi des machines à traire. Pour avoir de l'eau chaude, on faisait du feu dessous. Il fallait du bois, couper un petit morceau. Les premiers équipements étaient assez archaïques. On m'a aussi raconté, une dame me disait qu'ils n'avaient pas encore le courant, mais ils avaient acheté une machine à laver parce qu'ils avaient le courant. Pas l'eau courante, mais le courant. Et cette machine, il y avait une réserve d'eau. La dame devait remplir la réserve d'eau pour le lavage, surveiller. Une fois que c'était sur le rinçage, avant le rinçage, hop, et remplissait à nouveau la réserve d'eau. Mais bon, c'était quand même un soulagement par rapport aux conditions d'autrefois. Hein. Donc la fin de l'électrification des campagnes bretonnes, j'ai demandé au syndicat départemental, on a cherché dans les archives, hein, le dernier quartier des campagnes des Côtes du Nord, 1964. Et
François Le Floch va pouvoir nous parler aussi de 63. Donc oui, 64, vous imaginez, c'est quand même pas loin. Hein. En moins de 2 décennies, la Bretagne rurale s'est ouverte à la modernité grâce aux équipements électriques. Eh oui, la vie des habitants, du coup, s'est améliorée, réduisant les différences entre les catégories sociales au sein même de la société rurale et le fossé entre les citadins et les campagnards. Aujourd'hui, on parle de fracture numérique. On pouvait, là, vraiment parler de fracture électrique. En conclusion, il y a plein de choses à dire encore, mais il faut bien laisser le temps à l'échange. Je vous avoue que depuis que j'ai entrepris ce travail de collecte de mémoire, à force d'entendre les aînés me parler de leur vie austère, de l'usage parcimonieux de l'éclairage, à la maison, je fais la chasse aux lumières inutiles. Quand je vois une lumière allumée en plein soleil, je réagis aussitôt. Éteins la lumière, tu vas brûler le jour. Et ça commence par réagir. Ça finit par réagir. Oui. Notre société d'abondance nous fait oublier que toutes les énergies coûtent à produire, même celles dites renouvelables. Et oui, même. Et une production qui a une incidence plus ou moins importante sur notre environnement. Donc je vous invite à être parcimonieux aussi sur cet usage. Voilà, et donc cette enquête a permis d'écrire ce livre qui est sorti il y a quelques mois, et j'ai eu la chance de recevoir un prix en plus pour ce livre attribué par l'Association des écrivains bretons, le prix Anne de Bretagne. Voilà, merci de votre attention. Oui. C'est un petit exemple tout près de chez nous, puisque c'est sur l'ancienne commune de Cervelle, donc qui est maintenant rattachée à Lannion, mais qui a été rattachée il y a 55 ans seulement. Bon, donc nous sommes arrivés dans une ancienne ferme qui était inoccupée depuis 10 ans. Nous sommes arrivés en 75. On l'a acheté en 75. Et là, il y avait un poteau électrique, celui-là, hein, avec un raccordement qui existait toujours. Il nous a permis de ne pas payer à EDF le raccordement. Mais la ferme est abandonnée depuis 10 ans. Et au pied du poteau, il y avait une inscription. Alors, que l'on voit assez mal, mais voilà, tout apparaît. On s'est marqué le 7/12/55 fut pour nous un jour de lueur. Fut pour nous une lueur. Et lueur avec un loup. Si vous pouvez montrer là. Je vais surligner, on voit un peu mal quand même. Alors, le loup est caché dans des racines d'arbres. Hein, c'est une lueur. Voilà. Donc, c'est le garçon de la maison. C'est le garçon de la maison, Jacques Bouelou, qui était locataire, la famille était locataire à ce moment-là à Carrico, qui avait gravé ça dans le socle du poteau, dans le béton. Oui, comme quoi ça l'avait marqué un adolescent à l'époque. Alors, ce que je sais aussi, c'est que près de chez nous, près d'ici, sur la côte, à Carrivon, en Pleuvoir-Beaubourg, à Penvert, l'électricité serait arrivée en 38-39, juste avant la guerre. Oui, merci. S'il vous plaît, quand y a-t-il eu une unification, une correspondance entre le courant continu et le courant alternatif? Parce que il faut une unification pour pouvoir intercaler. Bonne question. Alors, c'est vrai que je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas du métier. J'ai fait ce travail, c'est vraiment l'arrivée de l'électrification. Donc, c'est plus tard qu'on a uniformisé les. Et je suis incapable de vous dire. Je suis désolé. Mais peut-être que dans la salle, il y a des gens qui sont même. Je ne suis pas spécialiste du tout de l'électrification. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les gens ont vécu ça. Puis surtout, comment on a relevé ce défi. Parce que c'était pas gagné. On aurait eu un jour ou l'autre de l'électricité, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Quoi, hein, vous me l'avez vu. Quoi. Alors, je suis désolé, je n'ai pas la réponse. À Paris, il y a eu du continu, et avec du 220 et du 110 qui cohabitaient. Et jusqu'aux années 50, là, au moins. Oui, c'est ça. Juste une précision, pour le transport de l'électricité, notamment en haute tension, on est obligé d'utiliser le courant alternatif pour pouvoir un transformateur. Pour transmettre le courant à longue distance, on monte la tension, hein, pour diminuer l'intensité, pour éviter les pertes, hein, ce qui fait qu'on est obligé d'avoir un transformateur pour augmenter la tension. En courant alternatif, on ne peut pas. Hein, c'est pas possible. Oui, c'est ça. Donc oui, on est en continu. Les évolutions continuent toujours, puisque à ce moment, dans toute la région, les lignes moyenne tension sont enfouies en terre. Il y a une grosse opération d'EDF et tout est enfoui. Donc avec tous les dégâts que ça fait sur les chemins ruraux.
J'ai eu deux grands-mères, je ne suis pas tout seul, je les ai connues toutes les deux, elles habitaient toutes les deux en ville à Lannion. Il y en a une qui n'a jamais voulu le courant électrique. Oui, il y a quelques, je les appelais les marginaux, enfin, il y a eu, effectivement, à chaque fois on me cite une personne ou deux, oui, parce que bon, ils avaient le droit de refuser déjà, hein. Et des personnes âgées souvent, oui, qui se contentaient de leur lampe à pétrole, et puis voilà. Ouais. Le coût des premiers... Je dis maintenant, on refuse le compteur Linky. Donc ça, voilà, ça me Oui, c'est la chose, la nouveauté. C'est le modernisme, mais... Le coût des premiers équipements, parce que... Alors je ne vais pas travailler sur préciser, enfin, je ne vais pas développer l'aspect financier, parce que c'est vrai que ça aurait fait un livre en plusieurs tomes, mais moi, c'était encore une fois le côté humain qui m'intéressait. Du coup, non, je n'aurai pas de précision sur le coût. J'ai des documents, parce que j'ai fait plein de recherches dans les archives. Chez moi, je pourrais retrouver des budgets, mais je me disais dans un bouquin, ouais, j'ai mis ça un peu de côté. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé à Pérouse en 1924, mais j'ai un grand-oncle qui est mort électrocuté en haut d'un couteau. Alors, est-ce qu'il y a eu une bascule au point de vue fourniture d'électricité? 24, ça correspond, on est parlé, il y a eu, ouais, c'est 24, la Société électrique de Bretagne qui a installé à Pérouse et dans une autre commune une nouvelle usine, donc c'est peut-être à cette occasion-là, 24 ou 22, je ne sais plus, mais... Là, c'était en 1924. 24, oui, c'est dans ces années-là en tout cas qu'il y a eu une nouvelle unité à Pérouse, oui. Alors, est-ce que c'était dans ce cadre-là? Oui, peut-être. C'est vrai qu'on n'a pas retrouvé dans les archives, enfin, je n'ai pas retrouvé d'accidents, d'électrocution, enfin, il y en a eu certainement, vu comment les gens procédaient, ne serait-ce que quand on parlait des battages. Mais je n'ai pas trouvé de traces dans les archives. Moi, je ne suis pas à la Bretagne, je suis de la Dordogne et je me souviens d'un passage de 110 à 220, on a dû changer les appareils et des trucs comme ça. Et ça a été vraiment, pour moi, c'est entre 56 et 63. Donc ils sont passés du 110 à 220 et tous les appareils qu'on avait ont dû être changés. La conséquence, c'est ça, il fallait s'équiper. EDF distribuait des transformateurs. Ah oui, pour pouvoir continuer à utiliser les équipements, EDF fournissait un transformateur pour convertir. D'accord. D'ailleurs, je reviens d'un voyage, j'ai découvert au passage que tous nos chargeurs de téléphone, tablette, batterie d'appareil photo et tout fonctionnent à la fois en 110 et 220. Parce que tous les pays ne sont pas. Ah oui, d'accord, ça fait des malades. Pour revenir, mon grand-père était de ceux qui montaient au poteau pour accrocher le courant et faire fonctionner la batteuse. Il était réputé pour être pas très sensible au courant. C'est vrai aussi que je m'étonne du petit nombre, enfin j'ai pas connaissance d'accidents de ce type. J'en ai rencontré des gens et personne ne m'a parlé d'accidents. J'ai rencontré plus d'une centaine de personnes parce que j'ai fait la collecte notamment dans les maisons de retraite. Donc c'est des gens qui sont nés dans les années 20, début des années 20 certains, et ont connu la première phase d'électrification. Une électrocution, ça marque quand même si c'est un voisin ou... Non, personne ne m'en a parlé. Donc il y a dû y avoir... Il y avait de la corne. Il y avait de la corne. Non mais ça, peut-être que ça se joue. Parce que par contre au niveau des... Ah oui, comme quoi. Hein. Par contre, ils n'avaient pas de bottes en plastique. Au niveau de l'isolation, enfin, avec des sabots, c'était pas terrible. La terre. Oui, on ne s'en rend pas bien compte aujourd'hui, mais avant l'arrivée du courant dans les campagnes, les gens vivaient la moitié de l'année dans l'obscurité et dans la hantise des incendies en permanence. Avec les lampes, notamment. Ouais. Oui, et les lampes à carbure aussi. Oui, on m'a raconté, je ne vais pas tout dire parce qu'il y a plein de choses dans le livre encore, un monsieur qui lisait dans son lit, il s'est endormi, la lampe à pétrole a dû bouger, puis la lampe à pétrole est tombée. Enfin, il a été brûlé à une partie du corps, il a été hospitalisé, il est décédé quelques mois après. Quoi. Oui, il y a risque d'incendie, oui.
Moi, je veux dire merci aux conférenciers, quand même, qui est vraiment très intéressant, avec beaucoup d'anecdotes locales, etc. C'est toujours bien. Merci.